Donc, dans un premier temps, quels sont les principes? Alors, les principes, c'est, à notre avis, c'est notre lecture, c'est qu'il y a 3 fonctions fondamentales. La première fonction, c'est de réduire le coût de la force de travail au niveau du recrutement. Réduire les délais des réponses, allouer les meilleurs profils disponibles pour satisfaire les besoins en emploi. La deuxième fonction, c'est de valoriser la force de travail, c'est-à-dire en réduisant le temps de recherche de l'emploi, réduire la durée de chômage, assurer le meilleur placement en fonction du profil des porteurs de force de travail, éviter le sous-emploi et l'inadéquation emploi-formation, et proposer des solutions au risque de perte d'emploi, c'est-à-dire que dans cette valorisation, il y a une démarche qui consiste à éviter les pertes de revenus et faire face aux différents accidents. Et enfin, il y a une dernière fonction qu'on peut discuter, mais qui me semble, à mon avis, essentielle, sécuriser chercheurs et offreurs d'emploi. Le chercheur d'emploi doit savoir qui le recrute, à qui il a affaire, et l'employeur doit aussi savoir qui il recrute et à qui il a affaire. Donc, cette sécurisation, elle se présente sur un plan technique, et elle se présente sur un plan social, et elle se présente aussi sur un plan citoyen. Et enfin, elle se présente sur un plan financier. Donc, cette notion de sécurisation, qui est une des fonctions, à notre avis, fondamentales de l'intermédiation du marché du travail, est une fonction qui doit être comprise dans sa profondeur. Son but, c'est de fluidifier les relations entre employeurs et employés. Alors, de ces fonctions, il découle qu'il y a un bénéfice réciproque au niveau des entreprises et des chercheurs d'emploi à s'adresser à des intermédiaires du marché du travail. Donc, ils ont une fonction centrale qui est en fait une fonction économique. Ils font gagner du temps, ils font gagner des ressources, ils font gagner de l'argent aux acteurs. Le rôle des intermédiaires privés, donc ils sont efficaces quand ils disposent d'une connaissance experte des profils de compétences des forces de travail. Ils sont efficaces aussi quand ils sont spécialisés, quand ils maîtrisent les référentiels emploi-métier et emploi-compétences. Des deux côtés, des clients chercheurs d'emploi et des clients offreurs d'emploi. Et ils peuvent déployer des fonctions qui visent la valorisation de la force de travail en faveur de catégories vulnérables dans un cadre contractuel avec l'État. C'est-à-dire que l'intermédiaire du marché du travail a la possibilité d'effectuer des actions de service public. Des actions de service public pour les catégories qui ont des difficultés d'insertion sur le marché du travail. Et donc, il peut valoriser une force de travail qui risque de rester marginalisée. Le rôle de l'État, ici, la première fonction, c'est de favoriser la concurrence entre les opérateurs d'intermédiation du marché du travail. Et il va favoriser une offre de prestations individualisées et un suivi de proximité des chercheurs d'emploi. Donc, et il doit promouvoir l'employabilité de la force de travail et il doit proposer des programmes d'emploi pour servir de filet social aux fluctuations d'activité économique et aux restructurations intersectorielles. Donc on voit que le rôle de l'État est d'encadrer le marché du travail et l'action des intermédiaires du marché du travail et d'offrir des moyens, des programmes pour compenser les défaillances du marché du travail. Le marché du travail ne s'adapte pas toujours spontanément aux besoins des offreurs et des demandeurs d'emploi. Alors, quelles sont les contraintes à lever? D'abord, le poids des intermédiaires du marché du travail. Malheureusement, nous n'avons pas des statistiques exactes. Il n'y a pas eu un recensement exhaustif et qui a donné satisfaction aux responsables.
Mais ce que nous savons, ce sont à travers des témoignages et la pratique des professionnels que le nombre des intermédiaires du marché du travail est très nombreux. Nombre important, mais aussi hétérogénéité des opérateurs. Des entreprises internationales sont présentes, des entreprises d'intérim, nous avons des plateformes web et nous avons des intermédiaires de recrutement informels. Et je dirais que ce sont ces intermédiaires aujourd'hui qu'on qualifie d'informels qui sont à l'origine du métier. Ce sont eux les porteurs du métier, ce sont eux les créateurs du métier et ils précèdent, si vous voulez, la mise en place des structures formelles actuelles et des entreprises formalisées. Pourquoi? Parce que le marché a besoin des intermédiaires et les sécrète. Alors, comme ils ont besoin d'être très spécialisés, le marché n'attend pas. Ils sont là et ils rendent des services. Et alors, il ne faut pas s'étonner qu'ils soient très nombreux. Alors, le rapport diagnostique de la SNE a dit que le nombre d'agences privées de l'emploi autorisées est relativement faible si l'on tient compte du nombre d'agences informelles qui exercent réellement dans le secteur. Alors, j'explique ce phénomène par le fait que les intermédiaires informels ont une mission générée spontanément par le marché du travail. Et donc, c'est une mission à prendre en considération et donc qui appelle une restructuration je dirais de la situation actuelle pour normaliser. La position de l'ANAPEC. Alors, l'ANAPEC a fait des efforts de coordination entre intermédiaires publics et intermédiaires privés. Et il est clair que tous les intermédiaires privés ne rentrent pas dans les obligations aujourd'hui établies pour les agences de recrutement privées par le Code du travail. Alors, l'ANAPEC a développé sa présence territoriale, elle a étoffé l'offre de services d'intermédiation. Alors, d'après le témoignage de plusieurs acteurs, les ressources insuffisantes ont été accordées aux fonctions de rapprochement des offres et des emplois et de suivi de placement. Donc ça, c'est un point fondamental du diagnostic qui ressort du fait que, d'abord, un effort d'extension des agences a été fait, que cet effort d'extension est très important, mais toujours non satisfaisant, dans la mesure où le nombre d'agents qui encadrent les chercheurs d'emploi reste très en deçà des standards internationaux. Je n'ai pas besoin de donner des chiffres, je crois que ce sont des données qui sont parfaitement connues. Alors, il y a donc un défi des moyens. L'encadrement des métiers demande à être développé de manière à déterminer les besoins des branches et activités dont le potentiel de développement est restreint par le niveau et le volume des compétences humaines disponibles dans leur bassin d'emploi. L'encadrement et l'accompagnement des chercheurs d'emploi, ainsi que le suivi des opportunités d'emploi et de la mobilité de la force de travail, nécessitent un personnel nombreux et d'importantes ressources budgétaires. Il y a aussi le défi de la concertation, de la coordination et de la gestion des informations. Le cadre de concertation entre professionnels et opérateurs de l'intermédiation du marché du travail n'intègre pas de manière formelle tous les intermédiaires du marché du travail. Nous avons uniquement aujourd'hui la commission tripartite spécialisée relative aux agences d'emploi temporaire. Nous n'avons pas de commission qui regroupe les plateformes web ou d'autres acteurs qui sont de vrais opérateurs qui répondent à des fonctions d'analyse des ressources humaines et d'orientation et de cadrage des ressources humaines. Bon, ce qu'on appelle souvent les chasseurs de tête, nous n'avons pas un dispositif pour les intégrer aujourd'hui dans un cadre de concertation. Alors, quelles sont les propositions que nous faisons dans la phase actuelle? Et c'est ça l'objectif que nous allons discuter. Alors, les propositions se basent sur le fait que nous avons des acteurs. Le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales, l'Observatoire national de l'emploi et l'ANAPEC. Ce sont les acteurs publics. Est-ce que j'en ai oublié?
on peut en rediscuter. Dans le secteur privé, les acteurs fondamentaux, c'est les associations professionnelles qui représentent les entreprises. Il est d'ailleurs significatif qu'une des directions centrales de l'ANAPEC s'appelle, dans l'organigramme de l'ANAPEC, la direction des métiers. Pourquoi? Parce que ce sont les représentants des métiers qui sont les interlocuteurs fondamentaux. Il y a les agences de recrutement privées, celles qui offrent des services de rapprochement, offre et demande d'emploi, les agences de travail temporaire, qu'on appelle les agences d'intérim, les agences artistiques et les autres entreprises qui offrent des services liés à la recherche d'emploi ou à l'insertion professionnelle, telles que les plateformes web ou d'autres structures. Alors, nous avons des propositions. Alors, les propositions que nous faisons pour le rôle du secteur public. Suivre et analyser les flux et les mouvements de forces de travail internes et externes au territoire national. C'est la première fonction. Donc, connaître le marché du travail. Veiller pour cela à la mobilisation et à l'organisation des associations professionnelles, pour la mise en place d'un dispositif intégré d'identification de la nature et du volume de leurs besoins en compétences professionnelles. C'est le besoin des secteurs, le besoin des représentants des métiers. Donc ça, c'est la première mission. Il doit organiser les représentants des métiers pour qu'ils puissent identifier leurs besoins en qualité et en volume. Recueillir auprès des professionnels les données permettant de maintenir, actualiser le répertoire de référentiels emploi-métier et emploi-compétences. Assurer le suivi des offres et des demandes effectuées et satisfaites. C'est une activité qui se déroule en temps réel. Un chômeur, il est chômeur tant qu'il n'a pas d'emploi. Le jour où il a un emploi, on ne peut plus le comptabiliser comme chômeur. Donc, la situation de l'emploi implique un suivi en temps réel. Le chômage, c'est un stock. Il faut connaître l'état de ce stock. Analyser les dynamiques du marché du travail et projeter les besoins pour coordonner l'intervention des opérateurs de formation initiale et de formation continue. Identifier les mesures assurant la meilleure valorisation de la force de travail et la réduction du coût de mobilisation de la force de travail. Et donc ces mesures, c'est des mesures réglementaires et c'est des programmes actifs de l'emploi. Et c'est des mesures aussi en termes fiscaux, en termes de cotisation, de sécurité sociale et de protection sociale. Donc ça c'est, voilà, j'ai essayé donc de résumer les missions du secteur public. Alors, qui à l'intérieur du secteur public prend en charge ces missions, c'est des points qu'on va voir probablement dans le débat. Alors, deuxième mission centrale du secteur public, c'est dynamiser le secteur privé par la délégation de services publics. Alors que signifie cette délégation? Protéger et renforcer l'employabilité de la force de travail disponible à travers la délégation contractualisée des fonctions d'accompagnement et de formation à des entreprises privées ou à des associations agréées. Le phénomène n'est pas nouveau. On a connu le programme Muqawalati qui était basé sur la mise en place d'un réseau d'accompagnement de proximité. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas parce que cette tentative a suscité des difficultés qu'il faut, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a besoin de repenser le redéploiement de cette stratégie à un niveau beaucoup plus large pour les 10 prochaines années. Renforcer le potentiel des intermédiaires privés du marché du travail pour effectuer le rapprochement des offres et des demandes de compétences, pour rapporter le résultat de leur activité d'intermédiation et pour prendre en charge des missions spécifiques d'accompagnement. Là, il est clair que le potentiel des intermédiaires privés va être étroitement lié à la disposition de canaux d'information et donc à des dispositifs de remontée des informations et de descente des informations, à un dispositif intégré des informations qui est indispensable pour le bon travail des intermédiaires du secteur privé, même pour ceux qui sont très spécialisés, et qui est indispensable aussi pour l'État. Alors, proposition
pour le rôle du secteur public, appuyer les catégories vulnérables, donner la priorité à la mobilisation et au développement de la force de travail, ouvrir les services d'intermédiation à l'ensemble des catégories de travailleurs, indépendamment de leur niveau scolaire. Ici, il n'y a rien de nouveau. La loi qui a créé l'intermédiaire public du marché du travail a prévu cette disposition. Elle a juste parlé de travailleurs qualifiés. Mais le concept de travailleur qualifié est un concept extrêmement large qui implique un minimum d'expérience. Et précisément, une des fonctions de l'intermédiaire public, c'est de gérer le manque d'expérience. Alors, il va de soi que le concept de qualification est un concept qui demande de l'interprétation. Et donc, je pense qu'au niveau législatif, la question de l'ouverture, selon notre analyse, elle est réglée d'emblée. En développant, au moyen d'entretien d'accompagnement, le principe du bilan de compétences et de validation de l'expérience professionnelle. C'est ici que se pose le problème de la gestion de la masse et des ressources, en offrant aux catégories des non-diplômés des filières de formation pour le perfectionnement de leurs compétences. Il existe aujourd'hui des filières de formation pour les diplômés. Pour les non-diplômés, il en existe aussi, mais c'est une des questions clés pour les catégories vulnérables. Et en informant sur les possibilités d'emploi temporaire dans le cadre de travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas intégré dans les missions de l'intermédiation du marché du travail. Cette intermédiation se fait de manière ad hoc au niveau de la promotion nationale. Mais c'est des points qu'on va voir dans la 3e session de cet atelier. Alors, enfin, l'élément clé, c'est qu'il faut une plateforme informatique sous forme de réseau. Cette plateforme informatique, aujourd'hui, elle est en voie de gestation. Elle est en train de se faire pour la gestation des contrats des travailleurs étrangers opérant sur le territoire national. Il est urgent aujourd'hui de l'élargir. Il est très urgent de l'élargir, d'autant plus que de nombreuses initiatives se font au niveau du secteur privé, des plateformes web, qui prennent une place sur le marché de plus en plus grande. Alors, cette plateforme devrait avoir, à notre avis, des interfaces avec des accès spécifiques ouverts aux intermédiaires du marché du travail, aux décideurs publics, aux entreprises, aux chercheurs d'emploi. Et cette plateforme reposerait, ce serait un intégrateur de données sur les flux d'emploi. Donc il y aurait un répertoire des unités de production, et les efforts pour mettre en place ce répertoire sont nombreux, et ils datent depuis très longtemps, et il convient de les faire aboutir. Il y aurait un répertoire des compétences, et donc c'est ça ce qu'on appellerait le stock des chercheurs d'emploi qui doit être géré en temps réel. Il y aurait le registre central qui recueille les informations relatives aux activités des intermédiaires publics et privés du marché du travail. Ce registre est précisé dans le Code du travail, mais il faut lui donner un contenu informatique et opérationnel qui réponde à la situation du XXIe siècle. Et il faut une base de données des indicateurs du marché du travail pour les prises de décision. Alors, les associations professionnelles qui représentent les métiers doivent travailler sur les référentiels emploi et métiers et emploi et compétences et proposer une classification unifiée pour les offres d'emploi et les demandes d'emploi. Cette classification doit être celle qui est utilisée par les agences d'intermédiation du marché du travail public. Dans le débat, nous pourrons voir si c'est bien ce qui est fait aujourd'hui. Quels sont les outils qu'utilisent les intermédiaires privés? Est-ce qu'ils sont homogénéisés? Est-ce qu'il y a une coordination entre eux? Est-ce qu'il y a une articulation entre les différents systèmes informatiques de ces intermédiaires? Alors, ils doivent donc, et ça c'est le Code du travail qui l'impose, contribuer au système d'information. Ils doivent s'y enregistrer et y intégrer leur système d'information interne et satisfaire la mission d'intermédiaire du marché du travail en conformité avec la législation et la réglementation. Et ils doivent aussi donc s'impliquer dans le cadre de contrats avec les acteurs publics dans des missions d'intérêt public. Alors,
pour clore cet exposé, il semble qu'il y a une mission fondamentale, c'est de faire venir toute la population qui a des qualifications diverses et qui aujourd'hui très souvent est découragée vis-à-vis du marché de l'emploi parce qu'il n'y a pas de dispositif de recherche d'emploi adéquat qui fait que des chômeurs déguisés se retrouvent inactifs et sont classés inactifs alors qu'ils sont une force de travail potentielle. L'extension du réseau d'intermédiation va avoir comme effet majeur, et ça c'est une des orientations que la SNE, la Stratégie nationale de l'emploi, va retenir, et c'est la principale orientation, c'est permettre aux chômeurs déguisés en inactifs de devenir de réels chômeurs et de permettre à l'État et aux partenaires sociaux de prendre une vraie mesure de la réalité de l'emploi dans le pays et donc de travailler sur la base d'une connaissance réelle des besoins en emploi.